Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Je sais, certains ont fait le pont, sont un peu perdus et se disent « Oh, c'est lundi !» Non, c'est bien mercredi, on est bien à la bonne heure, bien de bonne humeur, avec tous nos invités qui sont là avec vous en direct pour partager 40 minutes de bonheur, avec notamment quelqu'un qui essaye, qui échoue parfois, mais qui réessaye à chaque fois. C'est un inventeur, il est là, il est de chez nous, de Bourgogne-Franche-Comté. Michel Vernet est aussi un grand sportif, je ne vous en dis pas plus. Si vous restez là, vous allez tout savoir sur lui, tout savoir aussi sur des ateliers pour bien vieillir, tout en gardant l'équilibre. Grâce à Célia Berthaud, des ateliers qui se passent chez nous, dans la région, et qui sont totalement gratuits. C'est le bon plan du jour. Autre bon plan, on va tout vous dire sur ces fameuses fake news. Vous savez, les fausses infos qui circulent sur le net. Comment arriver à faire le tri dans ces fausses infos? C'est Sarah Rebout, journaliste à France 3, qui va nous expliquer le pourquoi du comment. Et puis, vous allez découvrir aussi la une d'un magazine de chez nous. Ça s'appelle Bourgogne aujourd'hui, et Thierry Godillère est là pour tout nous expliquer. Mais d'abord, nous allons retrouver avec le sourire Clément Janin et toute l'équipe de C'est votre tour qui est à Besançon aujourd'hui. Bonjour Clément, j'ai l'impression que vous allez vous amuser aujourd'hui. Ah, effectivement, bonjour Pascal, bonjour à tous. On est à Vol-de-Corbeau, à quelques mètres de la citadelle de Besançon. Et je suis avec Anna et Joël. De leur cerveau un peu étrange est sorti la colère de la vouivre. C'est quoi la colère de la vouivre? C'est le nom de leur escape game. Le principe est simple, on a 1 heure pour sortir d'une pièce mystérieuse. On va rentrer nous dans la pièce et on se retrouve tout à l'heure. Super Clément, merci. Le chrono est lancé, va-t-il sortir? Réponse dans quelques minutes. Tiens, à propos de sortir, si on allait mettre le nez dehors pour vérifier ensemble la météo juste après le top générique. Finalement, on s'en est pas trop mal sorti pour la cueillette du muguet, et ça devrait s'arranger pour la suite. Alors si certains font plus que le pont, genre le viaduc la semaine prochaine, a priori j'ai plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer. On va commencer par les bonnes nouvelles pour cet après-midi, avec, vous le voyez, un ciel qui s'éclaircit partout en Bourgogne-Franche-Comté. Quelques nuages simplement pour le décorum, mais franchement rien de bien méchant, tout va plutôt bien. Mais attention, si ça s'éclaircit, ça se rafraîchit aussi. Vérification avec les températures pour chez vous. Regardez, ce sont des températures à 1,50 m du sol et sous abri. Ça veut dire quand même qu'il faut se couvrir un petit peu et que voilà, ça va être le printemps sur le calendrier. C'est pas encore des températures tout à fait printanières, ça aussi entre 15 et 19 degrés. On va faire monter un petit peu la température. Tiens, avec vous maintenant, comme on le fait chaque fois, chaque jour, du lundi au vendredi, en direct, à partir de 9h50 dans ces environs. Et là, à 9h58, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vais vous aider à mieux vieillir. Enfin, quand je dis je suis aidé par Célia Berthaud qui est là, parce que si bien se nourrir est l'un des secrets du bien vieillir, garder l'équilibre permet de vieillir en évitant de se blesser, Célia Berthaud. Tout à fait, c'est l'idée. Quand on arrive à la retraite, en tout cas passé 60 ans, on peut avoir des pertes d'équilibre. Donc on peut être sujet à quelques pertes d'équilibre qui peuvent créer une chute. C'est pas toujours le cas, c'est pas forcément très grave, il faut pas le dramatiser, mais il faut quand même penser à l'anticiper et peut-être faire de l'activité physique et en tout cas apprendre les techniques qui permettent à se relever. Ça tombe bien, vous avez un sportif juste à côté de vous, je le vois acquiescer depuis le début de cette émission, Michel Vernet, qui se prépare entre autres pour les championnats du monde de triathlon. Ça sera en Afrique du Sud au mois de septembre, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je vous vois acquiescer, vous êtes aussi inventeur, vous n'auriez pas inventé quelque chose pour que nos seniors puissent garder l'équilibre par hasard, Michel? Dans ce domaine-là, pas encore, non, mais c'est vrai qu'effectivement, je touche plutôt au domaine du sport, mais pas encore dans ce domaine-là plus précisément, non. Bon, on découvrira ça, ce que vous avez inventé tout à l'heure, parce qu'on est fiers, et nous, les fiertés de Bourgogne-Franche-Comté, elles sont forcément chez nous. Je reviens sur ces ateliers qui se passent en Bourgogne-Franche-Comté. Ça se passe concrètement comment, ces ateliers? Alors, on en a en effet, que ce soit en ville ou dans des zones plus rurales, quel que soit l'endroit en Bourgogne-Franche-Comté. Si on a 10 à 12 retraités intéressés, on voit des exemples là en photo. Tout à fait. Ce sont nos ateliers équilibre. Il suffit qu'ils appellent donc, le numéro du GIE IMPA. Donc tout simplement, tout sera sur le site de France 3, toutes les informations. Et puis, en fait, on leur demande une participation de 20 €. Ensuite, ils ont accès aux 12 séances. Donc sur les 12 séances, on a un bilan individuel pour chaque personne, puis des activités collectives qui permettent d'apprendre à se relever du sol et à chuter correctement.
Célia Berthaud, on est pratico-pratique, on est très concret. Chaque matin, le numéro s'est affiché, je le répète, on ne sait jamais, 03 81 48 56 20. C'est en fait un numéro local, hein, il n'est pas surtaxé du tout. C'est les caisses primaires d'assurance maladie, les CARSAT aussi, les caisses d'assurance retraite et santé au travail, qui organisent ces ateliers. Alors maintenant, on va se dire, oui, ok, ils sont très gentils là sur France 3, mais c'est forcément dans les grandes villes. Pas du tout, pas du tout. On en a vraiment dans toutes les, sur tout le territoire bourguignon-franc-comtois. Si on a une demande, ça peut être dans une commune qui a, je sais pas, 100 habitants, on le mettra en place. La seule chose, c'est qu'en général, on demande aux communes de nous prêter la salle polyvalente, la salle des fêtes ou un dojo, une salle adaptée. Et puis, on peut lancer l'atelier sans problème. Je vous fais une confidence, Sarah Rebout, qui est journaliste web sur France 3, va forcément aussi mettre les bons liens qui vont bien, parce que certainement qu'il y en a qui vont se dire, et on le sait de plus en plus, hein, les seniors sont connectés, Sarah, oh là là, j'ai pas eu le temps d'entendre, j'ai pas bien vu, etc. Donc on va mettre des bonnes choses sur France 3. Ah ben on va remettre tous les liens, tous les numéros de téléphone pour que tout le monde puisse trouver les bonnes infos au bon moment. Très bien, et les vraies infos surtout. Hein. Vous nous prouverez qu'il y a des fausses infos avec notamment les fake news. On verra ça d'ici la fin de cette émission. Je reviens sur l'atelier. C'est vrai que ce sont des ateliers très ludiques aussi, hein, pour être concret. Tout à fait, ce sont des ateliers qui sont animés par des éducateurs sportifs, donc des professionnels qui sont diplômés, qui ont une carte professionnelle de jeunesse et sport et qui animent des ateliers vraiment très conviviaux. On va être vraiment sur l'idée aussi d'entretenir le lien social, de se faire des contacts, mais aussi en même temps de parler comment je préviens les pertes d'équilibre, comment j'aménage mon domicile, tous les petits conseils du quotidien, mais aussi comment je renforce mes muscles pour mieux me relever si je tombe. Donc c'est vraiment très complet et puis c'est vrai que c'est très convivial, on n'est pas du tout dans quelque chose de scolaire, on est vraiment dans une activité à destination de seniors qui ont envie de faire attention à leur santé avec des messages de santé publique validés. Donc c'est ça qui est intéressant. Célia Berthaud, quel conseil générique finalement peut-on donner? Vous me parliez d'aménagement de son intérieur. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, hein, mais il y a des aides avec la CARSAT notamment. Tout à fait. Les caisses de retraite peuvent aider notamment à faire des travaux chez soi comme adapter son logement avec une baignoire qu'on va changer en douche puisqu'on sait qu'on chutera moins. Ça peut être aussi des barres d'appui dans les escaliers, etc. Voilà, donc les caisses de retraite peuvent proposer des ateliers collectifs, mais aussi des aides pour améliorer son habitat. Et puis en général, on donne des conseils du style faire vérifier son audition et sa vue, aller voir un pédicure podologue régulièrement, puisque faire attention à ses pieds, c'est déjà en bonne partie garder l'équilibre. C'est gratuit totalement, hein, ces ateliers? Alors, on demande une petite participation qui est de 20 €. Et puis ensuite, la personne peut faire ses 12 séances. Alors, 12 séances, 20 €. Tout à fait. Si certaines personnes ont des difficultés, en tant que caisse de sécurité sociale, on peut tout à fait pallier à ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Très, très bonne nouvelle, ça. Vous connaissiez les ateliers équilibre, Michel Vernet? Personnellement, non, je ne connaissais pas du tout. Mais effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est très important pour les personnes âgées. J'allais dire même dès le départ, avant d'être une personne âgée, de pratiquer, pour garder l'équilibre, effectivement, c'est des choses qui sont vraiment importantes et on se rend compte beaucoup aujourd'hui. C'est pas vous que je vais apprendre qu'en consacrant simplement quelques heures à sa santé physique, on va gagner une retraite probablement plus heureuse. Hein. Voilà, moi c'est exactement ce que je voulais dire. Je pense que ça, il faut y penser bien avant et je pense que de faire un minimum de sport, c'est quand même quelque chose de primordial dans la vie. Alors le sport c'est bien, la culture aussi. Je vais vous emmener, figurez-vous, dans un EHPAD un peu particulier. Nous allons à Audincourt faire la connaissance de Paquerette. Dit comme ça peut paraître étrange. Paquerette a plein de copines, des copines de plus de 80 ans. Et depuis quelques jours, figurez-vous que ces stars d'un autre âge feront profiter de leur deuxième jeunesse grâce à un clip qui fait le buzz. Regardez. Ce clip, ce sont ces 6 super mamies qui l'ont réalisé. Une reprise de la chanteuse Zaz, imaginée et tournée ici, dans cette maison de retraite, pour prouver que l'humour n'a pas d'âge. Est-ce que vous êtes contente du résultat? Ah oui, fière, monsieur. Pourquoi? Pour nous, à 80 et quelques poussières, comme dirait une de mes amies, on arrive à faire quelque chose si on veut. Quel était le message que vous vouliez faire passer? Qu'il ne faut jamais désespérer. Même âgé, on peut faire quelque chose. Bienvenue dans ma réalité. En quelques jours, leur vidéo a été vue plus de 34 000 fois sur YouTube. Une belle reconnaissance pour ce projet baptisé Citoyennage, qui vise à montrer l'univers des EHPAD sous un autre jour. Ce clip, finalement, avec tout l'impact que ça a aujourd'hui, on voit qu'elles sont passées
de l'exclusion à l'inclusion de la société. Ce sont des personnes, que ce soit à domicile ou en EHPAD, on les aurait croisées sans jamais les regarder. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 30 000 personnes qui les ont vues. Dans cette vidéo, Pâquerette, 83 ans, incarne une punk rebelle. Un rôle qu'elle a choisi elle-même avec grand plaisir. C'était quelque chose qui sortait, qui claquait, qui sortait de l'ordinaire. Et voilà un déguisement. C'est pas la peine de se déguiser comme tout le monde. Il faut quelque chose qui accroche. Alors j'ai dit, un jour, si je dois me déguiser, voilà, je me déguiserai comme ça. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Et ce n'est pas fini, car fort de ce succès, Pâquerette, Colette et les autres sont invités à Paris en septembre prochain pour présenter leur film à 600 professionnels du grand âge. En attendant, elles réfléchissent déjà à un nouveau projet pour profiter de leur deuxième jeunesse. Alors là, je vais vous dire, ça claque. Hein. Moi, je serais vous, Sarah Rebout, j'enverrai la vidéo à Zaz, hein, qui a un humour 14e degré. Je suis sûr qu'on peut faire plus de 2 millions de connexions, comme on l'a fait avec Peyo, vous savez, ce cheval un peu surprenant qui allait comme ça à domicile voir les personnes un peu malades. Là, ça peut marcher le clip. Je pense que si ça continue, ça va arriver jusqu'à son ordinateur. Ouais, c'est possible. Je pense. Je garantis rien, mais voilà. Il est probable qu'on en reparle, ça c'est sûr. Je vous ai dit aussi qu'on allait parler de Michel Vernet, de son essai sportif, de son côté invention. Ça arrive d'ici quelques instants, mais d'abord, on va retrouver Clément Janin. Va-t-il arriver à sortir de son escape game à Besançon? Il faudrait déjà qu'il y rentre. Vous y êtes là maintenant, Clément? Effectivement, Pascal. On est juste devant l'entrée de l'escape game. Je suis avec Joël, le maître du jeu. Donc, on est ici chez Fugue Game. C'est le nom de l'entreprise. Joël, en 2-3 mots, escape game. On a compris, c'est un jeu d'évasion. C'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est assez simple. C'est que vous allez venir en famille, entre amis, entre collègues. Et vous allez être enfermé dans une pièce avec un décor très immersif. Et vous allez devoir résoudre des énigmes pour sortir de cette pièce. En quelques mots, c'est la colère de la vouivre, le thème. On est plongé dans une ambiance un peu médiévale, 18e siècle. Et qu'est-ce qu'elle vient faire à Besançon, cette vouivre? Eh ben là, donc la vouivre, c'est un personnage fantastique qui est très ancré à Besançon. Et forcément, il y a quelqu'un qui l'a embêté. Donc, il va falloir trouver pourquoi elle est embêtée et l'aider. Alors, donc le principe de l'escape game, c'est que c'est très en vogue depuis maintenant quelques années. Il y en a une quinzaine en Bourgogne-Franche-Comté, on va en reparler. Vous vous êtes monté avec Anna, vous existez maintenant officiellement depuis décembre 2016 et ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment un phénomène de société, le escape game. Alors oui, c'est un phénomène, effectivement, il y en a de plus en plus, il y en a vraiment partout, des petites villes, ça a commencé forcément à Paris, mais il y en a vraiment de plus en plus partout. Rien qu'à Besançon, on sera 4 à la fin de l'année. Il y aura vraiment du monde et c'est vraiment très en vogue, ça, à la mode. On va expliquer, on le disait, vous êtes le maître du jeu. Alors le maître du jeu, quel est son rôle précisément? Alors moi, mon rôle, c'est que je suis installé derrière des écrans, je vais contrôler en fait ce qui se passe. Je vais avoir les joueurs en fait de visu sur des caméras, je vais avoir une console à indices et je vais les aider pour avancer dans leur jeu. Vous pouvez faire passer des petits messages, c'est ça? Quand on entend un bruit de corbeau pendant qu'on cherche, ça veut dire qu'il y a un message affiché? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit blocage ou simplement pour leur dire qu'ils avancent bien. Aussi, c'est pas forcément pour les aider. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Alors, faut avoir à peu près une dizaine d'années, mais après, c'est vraiment très familial. Ça peut pas avoir peur. Il y a pas à avoir peur. Clairement, nous, notre salle est accessible en globalité à partir de 14-15 ans. Mais on peut venir avec 1 ou 2 enfants dans la salle, ça posera aucun souci. Et je crois que le record, c'est 38 minutes. Il a été réalisé avec des gens. Il y avait même une personne âgée, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut venir parce qu'il faut que vraiment tout le monde travaille. Bon, je pense qu'il est temps que je rentre, c'est ça, Joël? C'est exactement ça. On va y aller. Vous allez entrer dans cette petite pièce. D'accord. Il va falloir patienter un petit peu. Alors, écoutez, Pascal, on rentre dans la pièce. Le décompte va être lancé. Et puis, on espère pouvoir ressortir. Et puis, on va en reparler avec Anna déjà à l'intérieur. On va vous expliquer vraiment à quoi ça ressemble un escape game. À tout à l'heure. Bon, au pire, Clément Janin, j'appelle Passepartout. Il y a un petit côté Fort Boyard quand même. J'espère qu'il va arriver à sortir. Des cadenas à ouvrir, plein de surprises à découvrir, des décors incroyables dans cet escape game pour l'équipe de C'est votre tour en direct avec nous et l'ami Clément. C'est Michel Vernet qui est là pour tout nous dire aujourd'hui maintenant sur l'une de ses nombreuses casquettes, parce que c'est vrai que vous n'avez qu'une seule tête, mais beaucoup de casquettes quand même. Je parlais du côté sportif tout à l'heure avec le triathlète qui se prépare pour les championnats du monde. Ça sera en Afrique du Sud au mois de septembre, mais je voudrais que vous preniez la casquette d'inventeur.
On va voir là quelques images. Vous êtes un inventeur régional, un inventeur de la région, couronné à un célèbre concours, le concours Lépine, qui a lieu d'ailleurs actuellement jusqu'au 8 mai. Tout à fait, oui. Donc au préalable, à partir du moment où vous inventez quelque chose qui vous permet de déposer un brevet à l'INPI, vous pouvez prétendre l'Institut national de propriété industrielle. Ouais, il y a mondial et national aussi. Il y a les deux. Il y a l'OMPI et l'INPI. Voilà, peut-être. Enfin, en tout cas, à l'INPI, vous pouvez déposer un brevet qui vous protège au niveau français, européen, voire mondial. D'accord. Et à partir du moment où vous avez un brevet, vous pouvez prétendre à vous inscrire au concours Lépine. Voilà. Michel Vernet, quand on dit inventeur de vous à moi, ça fait pas sérieux. Et pourtant, quand on se penche un peu sur votre parcours, on se rend compte qu'il y a une entreprise qui existe aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, qui dégage du chiffre d'affaires. Je vous remercie de le souligner. Effectivement, tout à l'heure en coulisses, on m'a demandé comment on me présentait. Et si inventeur était le mot qui convenait, et effectivement, c'est le mot qui convient, parce que c'est ce que je fais dans la vie, j'invente des produits. Et ce qui est peut-être difficile derrière, enfin en tout cas, il y a peu d'inventions, même du concours Lépine, qui voient un jour le jour commercial, si vous voulez. Et ça, j'avoue que je suis assez fier de pouvoir dire que j'en vis aujourd'hui et que j'ai une vraie entreprise derrière qui fait 300 000 € de chiffre d'affaires quand même. Perche de nage, aspirateur écologique de piscine, violon végétal. Alors ça, je me demande ce que c'est que le violon végétal. Alors ça, on va dire que c'est plus une création qu'une invention, mais c'était à l'époque que je faisais du violon avec ma fille qui apprenait. Et je suis tombé amoureux de cet instrument. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire, quelque chose qui n'existe pas au niveau du violon, tout a déjà été créé. Et finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir de violons qui sont en bois brut et les teinter avec des plantes. Donc j'ai des violons au coquelicot, à la menthe, à la noix, voilà. C'est plus de la création. On reste dans la nature et dans les plantes. Sarah Rebout et Célia Berthaud, je ne sais pas si vous connaissez le tuteur, écoutez bien, le tuteur pliable coloré pour tomates quand même. Oui, il y a toute une histoire là derrière. C'est vrai que je cherchais. On va le voir à l'antenne d'ailleurs. Il est devant là. Très souvent, enfin, pourquoi en couleur? Parce que ça permet, c'est un pense-bête, ça permet de savoir quelle variété de tomates on a planté au pied de quel tuteur, de quelle couleur. Et ça permet d'éviter d'utiliser les petites étiquettes qu'on plante généralement au pied justement des plants de tomates et qui s'en vont avec la pluie ou quand on les arrose. Donc à ce moment-là, vous avez un tuteur alors qui est pliable, qui se range donc très facilement, en fibre de verre, donc qui n'est pas altérable. Vous pouvez même les laisser dehors l'hiver, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc la couleur permet de repérer donc le plant de tomate au pied et de mélanger ainsi les plants de tomates dans le jardin pour éviter la propagation des maladies qui se propagent essentiellement de même variété à même variété. Donc là, vous pouvez mélanger puisque vous avez un pense-bête au niveau des couleurs. Donc vous savez que si c'est un tuteur bleu, c'est une tomate cœur de bœuf. Si c'est un tuteur rouge, ça peut être une noire de Crimée, etc. Vous savez quoi ? Il y a Nicolas le jardinier qui vient régulièrement dans cette émission. Il faut absolument qu'on vous mette en contact. Ah oui, non, absolument, parce que là, vraiment, le tuteur coloré, pliable pour tomates, vraiment génial. Il y a une prochaine invention à venir, là, bientôt ? Alors, il y a quelque chose dans les tuyaux, oui. Au niveau, là, ce sera encore, comme avec la perche de nage du concours Lépine, ce sera dans le domaine du sport, au niveau du vélo. Parce que quand vous faites sur les triathlons, on a ce qu'on appelle des vélos de chrono ou des vélos de contre-la-montre. Et on est vraiment ce qu'on appelle l'expression, le nez dans le guidon. Donc on ne voit pas la route. Donc il faut absolument, je trouve, c'est déjà dans les tuyaux, j'ai trouvé déjà quelque chose qui permette d'avoir la tête baissée et en même temps de voir la route devant. Voilà. Génial, pas mal ça. Bon, nous aussi, on regarde devant et on va parler du Saint Graal, vous le disiez vous-même, le concours Lépine, c'est le Saint Graal des inventeurs. Oui. C'est en ce moment à la porte de Versailles, c'est jusqu'au 8 mai prochain. Et dans la Nièvre, on a rencontré Nicolas, qui est un jeune ingénieur qui a développé, regardez, un sommier différent. Et puis nous revenons avec Michel Vernet. Tilly, c'est ce sommier sur lequel il travaille depuis plus de 9 mois dans l'entreprise familiale que Nicolas Despons veut faire connaître au prochain concours Lépine. Première particularité de son invention, une adaptabilité maximum à l'utilisateur. On a développé un algorithme qui permet, en fonction de la morphologie de l'individu, d'adapter les lattes en fonction de son poids. Lattes simples, doubles ou combinaison des deux, montées sur des rotules pour le confort de mouvement. Et la démarche se veut durable, tout est remplaçable individuellement en cas de casse. Le point clé, c'est finalement changer juste les pièces d'usure, les lattes, les rotules si vraiment nécessaire et l'habillage de manière régulière en fonction de ses envies. Pour la partie couture et tissu, l'innovation a été soutenue par l'entreprise Eurocite, un support essentiel pour une petite start-up.
Une entreprise, elle ne se développe pas dans un désert. Donc si on a un tissu économique au niveau local qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait estimer pour un territoire comme la Nièvre, il n'y a pas de développement économique parce qu'une entreprise ne peut pas se développer toute seule. On a senti aussi qu'on était poussé par des grosses structures qui nous entraînaient et nous soutenaient dans notre projet. Et c'est ça qui nous a motivés aussi à continuer. Et pour un produit responsable et 100% nivernais, Nicolas Despont délègue une partie de la fabrication bois à un établissement d'aide par le travail. Nous usinons les pièces, nous assemblons et nous assurons la logistique. Ça permet de faire de la fabrication jusqu'à l'expédition et pour nos travailleurs, ça les implique dans leur métier. Au final, autour d'un simple sommier, une cohésion d'innovation et d'initiatives nivernaises. Un mode d'emploi que le grand public et le jury du concours Lépine pourront découvrir à Paris du 27 avril au 8 mai. Le concours Lépine que vous avez remporté dans une catégorie, vous Michel Vernet, en 2008 pour votre fameuse perche de nage. C'est pour la perche de nage, oui effectivement, où j'avais eu le prix du ministre de l'Outre-mer. Oula, oui parce qu'il y a beaucoup de prix. Hein. Il y a beaucoup de prix, oui. C'est sûrement un rapport avec l'océan. Bon, peut-être qu'on va remettre le prix de l'Escape Game à notre ami Clément Janin qui a 1 heure pour sortir. Va-t-il y arriver? Réponse en direct depuis Besançon à 10h16. Ouais, effectivement. Bah, écoutez, Pascal, je viens de trouver tout de suite une clé. Alors, ça fait 5 minutes que je suis dans cette salle. Alors, ce serait plus simple à plusieurs. Hein. Forcément, tout seul, c'est un peu difficile. Mais c'est bien, on passe notre temps à ouvrir des coffres. Attends, regardez, je viens de trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des coordonnées. Ah, j'ai un message du maître du jeu. Rappelez-vous avoir vu un miroir. Ah oui, effectivement, regardez, le miroir, il est là. Le miroir, il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le miroir? Si je place ça, effectivement, j'ai les coordonnées ouest 260. Alors, ouest 260. Tac. Tiens, ok, des chiffres. Anna, venez m'aider, du coup. Anna. Donc là, avec ce système, je vais donc trouver un code qui va me permettre d'ouvrir un autre cadenas, quoi. C'est ça un peu. Exactement, c'est ça le principe. Et ça rend fou, en fait, ce jeu. Oui, ça peut rendre un petit peu fou. C'est le principe aussi. Le principe, c'est que vous l'avez imaginé avec Joël. Vous avez donc mis des mois entiers pour concevoir un jeu qui doit durer 1 heure. Hein. C'est ça l'idée du jeu. C'est ça, notre jeu à nous, il dure 60 minutes et on a mis à peu près 1 an pour réaliser cette première aventure. Parce que c'est-à-dire trouver des énigmes, avoir un cheminement, c'est vraiment quelque chose de spécial. Hein. Ouais, c'est assez long et puis au final aussi, il faut laisser décanter les idées pour pouvoir les mixer entre elles après, garder ce qui est le plus pertinent et puis il y a d'autres idées qu'on garde pour une autre salle. Alors, peut-être que les téléspectateurs se demandent pourquoi on ne bouge pas trop. Eh ben, c'est parce que c'est quand même l'objectif, c'est de ne pas vous dévoiler la salle. Parce que si on vous montre toute la salle, il y a des joueurs qui pourraient reconnaître des indices, parce qu'on va pas se mentir. Des indices, on en voit de partout. Et le principe de l'escape game, Anna, c'est qu'on le fait une fois. C'est exactement ça. Qu'on gagne ou qu'on perde, ça se joue qu'une seule fois. Et l'objectif, c'est que ça se joue et qu'on réussisse à respecter cet horaire. Mais bon, vous êtes quand même sympa. Hein. Au bout d'1 heure, c'est pas comme à Fort Boyard. Il n'y a pas tout qui s'arrête et on peut continuer à jouer. Non, le but du jeu, il est de finir en 1 heure, mais on laisse terminer tous nos joueurs et peu importe le temps de jeu. Pourquoi est-ce que vous êtes tombé dans cette un peu folie de l'escape game? C'est quelque chose qui prend tout de suite. Alors, pour tout vous dire, nous, on l'a testé la semaine dernière. Et effectivement, c'est très prenant. Vous avez eu envie d'en faire votre vie? C'est exactement ça. C'est arrivé en France en 2013. Moi, j'en ai testé un en 2015 et dès que j'en avais fait un, je savais que j'allais en monter un aussi. Qu'est-ce qui est le plus ludique? C'est ce côté un peu adrénaline, les indices. Pourquoi est-ce que ça prend autant? Ça va être l'immersion, moi je pense en tout cas. Et c'est ce qui fait que ça prend sur tout le monde, qu'on soit joueur ou non, en tout cas qu'on se caractérise comme ça ou pas. L'immersion, le fait de fouiller partout, d'être dans une ambiance avec des sons, des lumières, des odeurs, vraiment on s'y prend et ça passe extrêmement vite 1 heure. Et ça marche très bien, hein, depuis décembre 2016, vous êtes complet tous les jours. Ça marche super bien pour cette première salle, ouais. Vous allez en ouvrir une deuxième. On en ouvre une deuxième. Bon, moi je vois que le temps passe, hein, c'est déjà 10 minutes, et du coup il me reste quelques secondes, je vais fouiller peut-être dans les livres pour voir si je trouve quelque chose. On se retrouve tout à l'heure, Pascal. Dites donc Clément, si vous pouviez trouver la clé de la réussite, ça serait pas mal pour moi, s'il vous plaît. Enfin, j'espère qu'il n'aura pas la clé des champs d'ici la fin de cette émission. Là, on a les clés pour décoder les fausses infos sur le net. Grâce à vous, Sarah Rebout, vous avez tous entendu parler des fake news. Vous, Célia, vous, Michel. Les fausses infos, les choses qui circulent sur le net, et comme on le voit, comme on le lit, comme on l'entend, on se dit c'est vrai. C'est ça une fausse info ? Alors, une fake news, la définition est très simple, c'est une fausse information diffusée sur Internet. Donc, il en existe plusieurs types. Vous avez déjà peut-être vu passer des fake news qu'on appelle parodiques.
elles sont diffusées par des sites humoristiques et qui s'affichent clairement comme étant des sites qui diffusent des fausses infos. Oui, genre le Gorafi, par exemple. Voilà, par exemple, le Gorafi. On rigole bien, d'ailleurs, entre parenthèses. On a l'écho de la boucle. Voilà, c'est des sites qui diffusent des petites infos sympas. Ces infos-là, elles nous dérangent pas trop, c'est du divertissement. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est les infos qui sont diffusées dans le but de nous induire en erreur et de nous influencer dans un but politique, financier et parfois même pour récupérer nos données personnelles. On peut citer par exemple Donald Trump qui est devenu un petit peu l'emblème politique de la diffusion de fake news et qui diffuse régulièrement des fausses infos, notamment via son compte Twitter par exemple. Qui c'est qui crée ces fausses infos? On sait d'où ça vient, ces fausses infos? Alors c'est souvent difficile d'identifier la première personne qui a publié l'info, mais on sait qu'en tout cas les organisations politiques utilisent ce genre de méthode, ainsi que les lobbies et les groupes de pression. Donc ils ont plusieurs petites méthodes. La première, c'est de prendre des faits ou des images ou des vidéos et de les sortir de leur contexte. Donc ça peut être des photomontages, ça peut être des vidéos truquées. On voit quelques exemples là. Alors ça, voilà, c'est les sites parodiques. Mais les sites qui diffusent des fake news politiques, par exemple, noient aussi leur propagande dans des infos plus anodines et parfois même des vraies infos pour créer le doute justement du côté des internautes. Alors c'est vrai que c'est souvent des sujets concernants, donc forcément on tombe dans le piège, hein. Évidemment, on se dit ah bah oui, moi j'en ai vu une récemment en préparant cette émission sur les permis de conduire. En se baladant un tout petit peu sur le net, on se rend compte que y a une info qui circule et qui dit que bientôt il va falloir qu'on passe une visite médicale tous les 5 ans et ça c'est pour l'année prochaine, alors que c'est pas du tout vérifié pour l'instant. Et vous êtes tombé dans le piège, du coup. Ouais, ben non, je suis pas tombé dans le piège parce que j'ai vérifié l'info, mais tout le monde n'a pas cette démarche-là, on le sait bien. Il y a la génération tête baissée, je pense aux plus jeunes notamment. Vous avez des enfants, Michel, Célia, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que voilà, ils le voient sur leur portable. Michel, vous me parliez de votre fille tout à l'heure, je suis sûr qu'il faut lui apprendre ça aussi. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, on se demande s'il ne faut pas tout vérifier et prendre garde effectivement à ce qu'on peut lire. Oui, c'est fini, c'est plus la grand-messe comme avant. L'info, il faut la vérifier. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit pas d'être très intelligent et très cultivé pour pas tomber dans le piège, puisqu'en fait, le cerveau est fait de manière à être vraiment perméable à ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a des neuroscientifiques qui s'intéressent de plus en plus, c'est ce qu'on voit là, par exemple, avec Albert Moukeber, qui s'intéresse de plus en plus aux mécanismes justement du cerveau par rapport aux informations, et notamment quand elles sont fausses. Il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'une fake news est partagée en moyenne 70 fois plus qu'une information qui est vraie. Et notamment, les informations seront d'autant plus virales, c'est-à-dire qu'elles seront partagées beaucoup plus souvent si elles touchent à nos peurs et à nos craintes. Voilà. Alors maintenant, on en arrive à comment vérifier cette info. Je suis sûr que vous êtes venu avec des pistes, parce que vous, c'est votre quotidien. Vous êtes journaliste web à la rédaction de France 3. C'est ça, il y a des petits réflexes à mettre en place. Le premier, c'est identifier la source de l'information, donc qui publie cette info. Donc pour ce faire, on peut taper par exemple soit l'information, soit la personne qui la diffuse dans un moteur de recherche et voir les résultats qu'on obtient. Ça c'est intéressant. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est de quand date cette info. Des fois, on voit des infos réapparaître alors qu'elles datent parfois de plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et la dernière des choses à faire, c'est vraiment de faire jouer son esprit critique. Il faut essayer de prendre du recul par rapport à l'information. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Et dans ces cas-là, ça nous permet souvent de déjouer les pièges. Et puis en 2 mots, faire attention aux réseaux sociaux. C'est ça, faire attention aux réseaux sociaux, voilà, faire jouer son esprit critique, se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que ça me paraît réel ou est-ce que ça peut être totalement erroné? Il faut prendre du recul face à l'info. Exactement. Je crois que c'est très important. Merci Sarah Rebaud pour ces infos. Attention aux infos, soyez critiques. Lui, il l'est au quotidien. Il n'hésite pas à se mettre en scène avec l'équipe de C'est votre tour. Il est maintenant dans une escape game. C'est une salle un peu bizarre où il faut en sortir. Va-t-il en sortir? Je ne sais pas. Apparemment, il a la clé peut-être de la bonne porte. J'espère, Clément Janin, dans votre escape game à Besançon. Ouais, ça y est. Écoutez, alors. Je vais pas vous mentir, Pascal, quand je l'ai fait la semaine dernière, parce que Anna et Joël m'ont dit de venir tester, on a mis 1h04 pour sortir. On s'en était pas mal sorti, Anna. Vous en étiez très bien sorti. Bon,
cet escape game, il va avoir un petit frère bientôt? Oui, on ouvre en juin une salle qui s'appelle Essai Clinique, un peu plus glauque, et on l'ouvre dans l'hôpital Saint-Jacques, en fait. Et un peu plus compliqué peut-être en énigme. Un peu plus complexe. On monte un peu le niveau pour réattirer les joueurs. Eh bien, c'est ça le principe. Merci beaucoup, Anna. Et justement, le principe, c'est ça, c'est de créer l'émulation, parce que plus il y a d'escape games dans la région, et mieux c'est. Je suis avec Mickaël et puis Jérôme, 2 joueurs. Vous êtes venus tester, et puis ça vous a conforté dans cette idée que vous voulez aussi en monter. Jérôme, pourquoi est-ce que ça vous semble si important que ça, l'escape game, en termes de plaisir du jeu? Les jeux en général sont hyper importants, et pour le coup, les escape games, à ma façon de penser, c'est la meilleure activité ludique de ces 15 dernières années. Et la première fois que j'en ai fait un, quand j'en suis ressorti, je me suis dit ok, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Ma vie professionnelle passera par ça, et je trouve ça génial de pouvoir procurer le plaisir du jeu à des groupes, à des familles, à des collègues. Et l'escape game est vraiment un univers particulier, et il est sans cesse en mouvement. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et le vôtre existe depuis le 1er mars. Il se passe quoi dans votre escape game à Besançon? J'ai démarré il y a 2 mois, et j'enferme mes groupes de joueurs. Il y a un petit problème, on a quelqu'un qui a pété un câble à cause des jeux dans sa jeunesse, et on va sur le lieu où il a grandi pour essayer de comprendre son histoire, et voilà. Et Mickaël, vous aussi, c'est le principe, vous c'est Player, un autre escape game qui est en train de se monter. Vous aussi, en fait, j'ai l'impression qu'on adhère forcément. On essaye un escape game et on prend un vrai plaisir. C'est ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on a testé un, le virus se propage et on a envie d'en faire d'autres, d'en faire d'autres, d'en faire d'autres. Moi, je développe donc mon escape game qui ouvrira le 19 mai sur un thème qui est la science-fiction, où là, votre cerveau sera complètement formaté. Donc, alors c'est un thème un peu particulier, mais c'est vraiment adapté pour les ados, les adultes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la science-fiction. Le but, c'est vraiment d'avoir de la cohésion, comme dans toutes les escape games, d'avoir de la cohésion et puis de passer un bon moment entre famille, entre amis, entre collègues de travail. Le mot d'ordre, je vous prends le micro, le mot d'ordre, messieurs, c'est de se prendre au sérieux et surtout d'essayer les escape games. Et vous a mis sur notre site internet la liste complète des escape games. Il y en a une 15aine en Bourgogne-Franche-Comté. Anna, Joël, plus on est de fous, plus on rit. Ça, il n'y a pas de concurrence avec vous, hein? Ah non, pas du tout. Bien au contraire, même. Nous, ça nous arrange. Enfin, ça nous arrange. On est super contents d'avoir des collègues qui ouvrent. On s'entend super bien en plus et on travaille ensemble pour des événements. Et puis, ça va permettre de faire des salles un peu plus différentes, un peu plus compliquées aussi. On va pouvoir faire des niveaux différents et c'est super. Bon, en tout cas, chapeau parce qu'ils l'ont monté tout seuls, hein. Ils ont trouvé le local, ils ont tout installé. Cette colère de la Vouivre, ça fonctionne vraiment bien. Je vous encourage à la tester, Pascal. Je suis sûr que ça vous plairait. Moi, j'adore. Dès qu'il y a des surprises à découvrir, des choses comme ça, c'est sympathique. Ça vous a donné envie aussi à vous trois, là? Moi, j'en ai déjà fait beaucoup, donc avec plaisir. Ah, c'est sympa, l'escape game, hein. Ça, c'est à Besançon. On va vous mettre les bons liens qui vont bien avec Sarah au bout. C'est obligé, Sarah. C'est déjà en ligne. Voilà, journaliste web à France 3. On retrouvera demain Clément Janin dans un petit théâtre à l'italienne très, très sympathique. Et puis là, on va se retrouver avec Thierry Godillère pour parler d'un bimestriel qui s'appelle Bourgogne aujourd'hui. Il est là. Voici sa une. Grands vins, grands hommes, grands domaines et grand Thierry Godillère. Et grand bonjour à vous, Thierry Godillère. Alors, racontez-moi cette une des grands vins et des grands domaines. Eh bien, oui, parce que nous parlons des vins de Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Saint-Aubin, patrie des grands vins blancs de Bourgogne, de Chambol-Musigny pour les vins rouges. Donc des grands vins, et on propose à nos lecteurs une sélection des meilleurs vins. Voilà. Donc des fois des vins qu'on peut dire un petit peu chers quand même, hein. Oui, je vais vous le dire justement. Voilà. Mais je vous laisse terminer. Allez-y. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Oui. Ah ben oui. Mais on a aussi Beaujolais aujourd'hui. Voilà. Où il y a un guide d'achat des crus du Beaujolais. Autant les appellations village des précédents peuvent être à 30, 40, 50 euros. En Beaujolais, les crus peuvent être à entre 10 et 15 euros. Voilà, pour que ce soit un peu plus à la portée de tout le monde. Voilà. Il y a le petit supplément qui est là, que je vous montre, que je montre à Béné, là, qui est avec nous, qui nous fait des jolis plans. Voilà, à la portable, tac, tac, hop, je fais beaucoup de gymnastique ce matin avec mon poignet, c'est bien. Donc, un petit peu de Beaujolais, beaucoup de vin à consommer avec modération, tout l'inverse de votre magazine, hein, Bourgogne aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce bimestriel, qui donc sort tous les 2 mois pour à peu près 6,50 €, qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, on leur parle des vins, de l'actualité, hein. Il s'adresse essentiellement aux amateurs qui voudraient suivre l'actualité des domaines de Bourgogne, du Beaujolais, et puis des créments de France. Donc, ils nous retrouvent tous les 2 mois pour avoir des informations, constituer leur cave.
Actualité, économie, histoire, évidemment, culture, œnologie, débat de fond, sociologie. millésime, j'en passe, j'en oublie. Ce que j'oublie pas, c'est le boisé dans les vins, parce que c'est un article particulièrement intéressant. Vous vous êtes penché sur une des modes du moment dans le vin en Bourgogne. Racontez-moi. C'est exactement ça, une des modes du moment. Parce que autant il y a, dans les années 90, les amateurs et les vignerons faisaient des vins fortement boisés, où on sentait le bois, quitte à, même des fois à abîmer le vin, hein, faire que ça a un goût de planche. Et aujourd'hui, les amateurs et les vignerons demandent des vins, allez, je vais oser le terme, plus minéraux. Donc, à maîtriser beaucoup mieux le boisé dans le vin. Donc, on voit arriver de nouvelles façons d'élever les vins. Oui, on va parler de vin élevé dans les jarres en terre. Oui, oui. Alors, c'est une technique très ancienne, oui. Hein, l'élevage, puisque avant, il était vinifié, même dans des jarres en terre qui font 500, 600 litres. Et là, des vignerons bourguignons de Côte d'Or élèvent à nouveau les vins dans des jarres pour justement plus avoir cette dominante boisée. Alors parfois les domaines assemblent des vins élevés dans des fûts et dans des jarres pour bien maîtriser ça. Et d'autres, il y a même un domaine qui propose à la commercialisation des vins en fût et le même en jarre, élevé en jarre. Thierry Godillet, il y a forcément de la gastronomie à l'intérieur. Alors on ne va pas parler des restaurants parce qu'on va faire des jaloux, autrement il y en a plusieurs. Évidemment, je pense que le mieux, c'est effectivement d'aller chez son marchand de journaux préféré ou d'aller faire un petit tour sur le net pour retrouver les bonnes infos sur Bourgogne aujourd'hui, un magazine qui sort donc tous les 2 mois, je le redis, pour 6,50 €. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait Bourgogne-Franche-Comté magazine quand même. Oui, mais on y réfléchit. Mais j'espère bien que vous allez y réfléchir. Mais on part déjà de la Franche-Comté dans notre supplément crément, puisque 25% de la production de vin en Bourgogne, en Franche-Comté, donc, est destinée à élaborer du crément. Merci Thierry Godillet, vous reviendrez pour nous parler de ce magazine sans aucun souci. En attendant, on va voyager dans l'assiette, c'est pas mal non plus. Hein. Oui. C'est bien, c'est bien. Suis, là. Oui, c'est bien, on va voyager dans l'assiette avec la cuisine japonaise toute cette semaine. C'est déjà le 2e épisode de notre feuilleton. Vous allez faire la connaissance, écoutez bien Thierry, et vous tous qui êtes avec nous, d'un chef qui est installé en Bourgogne et qui est vice-champion du monde du pâté en croûte. C'est incroyable, c'est dans la matinale. Ils viennent de l'empire du soleil levant et ils décrochent les étoiles. En Bourgogne, leur table franco-nippone attire les gastronomes. Quelques-uns d'entre eux nous ont ouvert leurs portes. C'est un restaurant étoilé au guide Michelin. Au menu, une cuisine gastronomique française concoctée par une brigade entièrement japonaise. Keiichi Sugimura et son épouse Juri ont repris le restaurant en 2015. La spécialité de Keiichi Sugimura, c'est le pâté en croûte. Rien d'étonnant, car les Japonais qui ne connaissaient rien à la charcuterie se sont pris de passion pour le championnat du monde de pâté en croûte qui a lieu chaque année depuis 2009 au mois de décembre à Tain-l'Hermitage. En 2017 encore, c'est un chef japonais, Shikara Yoshitomi, qui a remporté le trophée face à 12 concurrents. Keiichi Sugimura, lui, est détenteur du titre de vice-champion du monde du pâté en croûte édition 2013. La recette qui a fait son succès, il a mis 2 mois pour la mettre au point. Une recette inchangée depuis. Ça, c'est tout ce qui est ingrédients. Donc ça, c'est la farce. Dedans, il y a des pigeons, riz de veau et puis un petit peu de cochon. Quand on la farce, il faut, comme ça, enlever l'air dans le farce. Sinon, quand on est cuit, là, le coupé, il y a un trou. C'est important. Keiichi Sugimura a appris la cuisine au Japon. Son premier stage de 6 mois, il l'a fait ici, au Benetton, en 1996. Il a ensuite travaillé 10 ans dans son pays, avant de revenir à Beaune, dans le même restaurant, en 2007. Le pâté en croûte, c'est au Japon qu'il l'a découvert dans un livre. La première fois que j'ai vu ça, waouh, qu'est-ce que c'est cela? Donc complètement, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai demandé mon chef japonais, il m'a expliqué. Donc après j'ai essayé plusieurs fois.
Dans un pâté en croûte, il y a tout le savoir-faire de la cuisine française. La pâte, la marinade, la découpe des viandes, le montage, la cuisson, tout doit être parfaitement maîtrisé. Ce défi à relever, c'est ce qui plaît aux Japonais, avec, au-delà de la texture et du goût, la recherche de la perfection esthétique. Comme Keiichi, Ushino et Sato ont appris leur métier au Japon. Après avoir travaillé là-bas dans des restaurants français, ils sont venus en immersion professionnelle avec un visa d'1 an pour découvrir la France, sa gastronomie et ses vins. Ils suivent la même voie que Keiichi et son épouse. Depuis 2015, le couple a repris le restaurant. Juri, cuisinière aussi, assure aujourd'hui le service en salle. Ils ont tout quitté, lui, sa petite ville près de Tokyo, elle, son île de Kyushu, au sud du Japon, pour s'établir ici, travailler et fonder leur famille. Qu'un Japonais à Beaune soit vice-champion du monde de pâté en croûte, cela pourrait surprendre. Dans toute bonne charcuterie, cette spécialité bien française reste une valeur sûre. Membre de la confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine, Eddy Raillard, médaillé d'or du jambon persillé, fait partie des meilleurs artisans charcutiers de Bourgogne-Franche-Comté. Son commerce, et notamment le pâté en croûte, attire la curiosité des touristes japonais. Nous, on en a beaucoup. Nous, nos côtes-selets, on a pas mal de personnes qui viennent, qui rentrent, qui viennent. Oui. Des Japonais? Des Japonais, oui. Et qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Oh bah, ils demandent à goûter, ou alors ils demandent... Ou ils achètent. Ils achètent. Carrément, oui. Oui. Eddy Raillard connaît bien la passion des Japonais pour la charcuterie française. Il a déjà eu les honneurs de la presse nippone. Et de vous à moi, pour ceux qui se posent la question, comment dit-on pâté japonais en japonais? Eh bien, on dit pâté japonais. Voilà, tout simplement, on dit pâté japonais. Il faut qu'on digère le pâté japonais, il faut qu'on digère aussi ce qu'on a bu. Vous êtes sportif, Michel Vernet, je ne peux pas vous laisser partir sans que vous m'ayez parlé de votre futur, là, en quelques secondes. Oui, j'ai la chance d'avoir été qualifié pour les championnats du monde de triathlon dans ma catégorie d'âge, donc 50-55 ans. Et donc ça se passera en Afrique du Sud le 2 septembre de cette année. Ben on vous suivra et puis on se tiendra au courant. Dijon, c'est le 27 mai pour le triathlon. Il y a Chalin qui suit et l'Afrique du Sud au mois de septembre. Vous restez avec nous tous les trois parce qu'on va accueillir Mati Faye qui peut-être un jour fera la une avec votre couronne de champion du monde de triathlète. Pourquoi pas, Michel Vernet. En attendant, il est là pour nous présenter l'info en Bourgogne et en Franche-Comté. Bonjour Mati. Bonjour. On va commencer par un ministre qui est en Côte d'Or aujourd'hui. Oui, c'est le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin qui sera cet après-midi à Dijon pour parler prélèvement à la source. Donc, vous le savez, en 2019, l'impôt sur le revenu sera directement prélevé sur les salaires. Les employeurs doivent donc se mettre à la page pour correctement prélever les impôts de leurs salariés. Le ministre visitera les bureaux d'une société qui édite des logiciels pour les établissements de santé. Encore une journée de mobilisation, cette fois-ci c'est à Mont-Solémine pour l'hôpital. Oui, les personnels manifestent à nouveau cet après-midi à 15h30 pour défendre le service de chirurgie de l'hôpital. Fin avril, 1 millier de personnes s'étaient déjà rassemblées devant la mairie. L'agence régionale de santé veut fermer la chirurgie à l'hôpital, car l'hôpital traîne une dette de 18 millions d'euros. L'activité serait transférée à Châlons. Le conseil de surveillance de l'hôpital s'y oppose fermement et a décidé de porter l'affaire en justice. Allez, on parlait de bonnes choses à manger. On va se faire un petit gâteau d'anniversaire, parce qu'il y a un anniversaire à fêter à la Fontaine-Douche bientôt, Mathieu. Oui, c'est ça. C'est tout un mois d'animation qui débute aujourd'hui pour fêter les 50 ans du quartier de la Fontaine-Douche. Le quartier est né en 68. À l'époque, c'était un peu Byzance pour ses habitants. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier un peu plus difficile. Depuis quelques années, il fait l'objet de travaux de rénovation urbaine. On reviendra longuement ce soir dans le 19-20 en Bourgogne sur l'histoire de ce quartier qui est au bord du lac Kyr. On voit quelques images d'ailleurs. Allez, on va en Franche-Comté, un petit tour en Franche-Comté où hier, comme partout en France, les syndicats étaient mobilisés pour défiler pour le 1er mai. Oui, à Besançon, 1500 personnes ont défilé entre la Gare Viotte et la place Granvelle à l'appel de la CGT, FO et Sud. La CFDT a fait bande à part. Elle a organisé un rassemblement convivial autour de l'histoire du syndicalisme. C'était dans le Doubs, à Audincourt. L'occasion de faire le point sur ce qui a changé, et notamment sur le rôle de la femme dans l'action syndicale depuis mai 68. Écoutez, Michel Gay, c'est le secrétaire CFDT des retraités du pays de Montbéliard. Cette liberté de la parole, elle a donné aussi des espaces nouveaux dans les couples, elle a donné des espaces nouveaux dans les familles, elle a donc remis la femme
à l'égalité de l'homme et de responsabilité dans la société. Et ça a été probablement, même si c'est un homme qui le dit, une des plus belles victoires et une des plus belles conquêtes de mai 68. Merci Mathie pour toutes ces infos. Vous revenez demain ? Oui, alors je voulais juste vous parler de l'université de Franche-Comté. On connaîtra rapidement, alors. Cet après-midi le délibéré d'un procès. C'est des étudiants qui avaient l'année dernière, le 14 février, perturbé le conseil d'administration de l'université. Et pour protester contre la mise en place de la sélection des masters, on connaîtra cette décision cet après-midi. Super, merci à vous. Demain, donc, Mathie revient, nous aussi on revient très en forme. Ce sera Elsa qui sera là demain. Ah, ce sera Elsa, mais pas de problème, il n'y a que les cimetières qui sont remplis de gens irremplaçables. On sera là, c'est l'essentiel pour les infos. Donc voilà, merci à vous Sarah Rebout d'avoir été avec nous pour nous parler du web, qu'on suit évidemment attentivement sur le net et sur le site de France 3 et la plateforme de France TV qui est super bien faite. Merci à Michel Vernet, notre sportif triathlète, vous avez entendu ça Mathie ? Et peut-être un champion du monde de triathlon là, de chez nous, et en plus un inventeur de talent. Hein. Ah, je vous renvoie sur le replay de France 3 pour tout savoir sur la carrière de Michel Vernet qui est venu de Dole ce matin pour nous. Et merci à vous Célia Berthaud pour ces ateliers équilibre. Ça ne coûte quasiment rien, allez faire un tour sur le net, on vous a remis toutes les bonnes infos qui vont bien. Nous on se retrouve demain, 9h50 à la bonne heure et de bonne humeur. À demain sur France 3.